Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous propose une petite vidéo de débrief de cette série entre les Toronto Raptors et les Philadelphia 76ers après un match 7 d'anthologie, un finish absolument incroyable. Il est peut-être temps de faire un petit peu les comptes, surtout du côté des Sixers, essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que on avait essayé sur cette saison 2018-2019 de construire une équipe pour essayer d'aller chercher le titre. L'ambition était clairement de faire mieux que l'année dernière, donc de faire mieux qu'une demi-finale de conférence. Mais quelque part, la logique aura été respectée. Les Raptors 2e éliminent les Sixers 3e. Et du côté de Philadelphie, on peut avoir beaucoup de regrets. Parce que, évidemment, on passe à un cheveu de la qualification, mais au-delà de ça, on a été sur toute cette série au coude à coude avec les Raptors, bien sûr, alors que du côté des Sixers, on n'a pas particulièrement bien joué. Mais c'était toute la problématique de cette équipe qui n'avait joué que 10-15 matchs ensemble avant d'aborder les playoffs, et vous ne construisez pas une équipe pour aller chercher le titre ou pour avoir de grandes ambitions après seulement 15 matchs de saison régulière. Il y a un process finalement encore quelque part du côté des Sixers, et un process, ça prend du temps, et en un claquement de doigts comme ça, on ne se décide pas à être une équipe en capacité de jouer le titre, et c'est ce qu'on a vu sur ces playoffs, où il manquait effectivement un petit quelque chose, il manquait de la profondeur, il manquait un petit peu de basketologie à cette équipe des Sixers pour l'emporter, mais on va revenir sur tout ça. Ce qui est fascinant à l'issue de ce match 7, c'est que 18 ans après, les Raptors, derrière l'impulsion d'un Kawhi Leonard, marquent dans un match 7 au buzzer face aux Sixers en demi-finale de conférence un tir à 2 points longs dans le coin qu'avait raté Vince Carter en 2001, tir qui aurait pu permettre aux Raptors d'aller en finale de conférence face aux Bucks. Et bien Kawhi Leonard réussit le même tir en 2019 qui permet d'aller en finale de conférence face aux Bucks. C'est absolument fascinant comme l'histoire 18 ans après a été complètement réécrite dans un contexte quasi similaire. C'est fou quand on y pense, c'est complètement fou. Et 20 ans après le Memorial Day Miracle Shot de Sean Elliott, c'était en finale de conférence Spurs versus Blazers, on a un Mother's Day, puisque c'était la fête des mères aux États-Unis dimanche 12 mai 2019. On a un Mother's Day Miracle Shot de Kawhi Leonard, un petit peu pareil à l'image du tir qu'avait réussi Sean Elliott au-dessus de Rashid Wallace, super bien contesté. Il y a un dicton dans le basket qui dit Sometimes you better be lucky than good, il vaut mieux être chanceux que bon. Eh bien là, pas de chance pour les Sixers, parce que Kawhi Leonard aura été lucky and good. Il aura été à la fois chanceux et bon. Donc c'était effectivement trop à gérer pour cette équipe de Philadelphie. Mais quelle série, quel match. Quand on pense qu'il y a des générations entières de fans NBA qui n'auront jamais vu pendant des décennies un tir qui permet au buzzer dans un match décisif d'arracher une qualification pour le tour suivant, il y en a eu très peu dans l'histoire de la NBA, et bien là sur les playoffs 2019 on en a vu 2, c'est complètement fou. Bref, rentrons un petit peu dans le détail, mettons un peu le nez sous le capot pour comprendre ce qui s'est passé dans cette série. Déjà la première chose qu'on constate quand on regarde un peu les stats avancées, c'est que les Sixers qui étaient présentés, qui étaient avant tout une équipe d'attaque. Souvenez-vous quand le 5 majeur des Sixers est assemblé avec la récupération de Tobias Harris, souvenez-vous des papiers d'ESPN, on a créé un monstre, la machine a engendré un dieu, on a créé une locomotive d'attaque, et c'est vrai que sur le papier, on l'avait présenté en vidéo, il y avait de la complémentarité, il y avait des capacités de spacing, et on voyait vraiment ces Sixers comme une équipe d'attaque, comme une locomotive d'attaque. Les problématiques justement, et on les avait soulevées en vidéo, étaient peut-être plutôt du côté de la défense. Et bien là, dans la série face aux Raptors, on a une attaque Sixers qui était à 112 points pour 100 possessions en saison, qui tombe à 103. Donc on a clairement eu une attaque des Sixers complètement enrayée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un petit décrochage au tir réel.
On était à 57, on tombe à 54. Il y a eu un effet défense Raptors, si vous voulez, sur la contestation des tirs. Mais là où les Sixers se sont tirés une balle dans le pied, et ont perdu complètement en efficacité offensive, c'est à cause des pertes de balles. On était à 14% de pertes de balles en saison, on est passé à 17. 17, c'est énorme. Et toutes ces séquences où on n'a pas pu déclencher un tir, on n'a même pas réussi à aller jusqu'au déclenchement de tir, eh bien ont complètement coulé cette attaque des Sixers. Et ce qui est à noter, c'est que les Raptors, eh bien, ont subi un petit peu le même revers que cette équipe de Philadelphie. On est à 113 points pour 100 possessions en saison, on tombe à 106. On a un pourcentage réel qui passe de 58 à 54, donc quelque part, les deux équipes se sont infligées la même chose. Par contre, on était à 14% de perte de balles côté Raptors et on tombe à 12 dans cette série. Donc on a été beaucoup plus rigoureux avec la balle. Et les quelques possessions qu'on a réussi à épargner côté Raptors ont fait la différence. Dans ces matchs serrés où ça s'est joué à pas grand-chose, ça a fait la différence et très clairement au-delà de l'adresse, on va revenir tout de suite tout de suite après, au-delà de l'adresse, les pertes de balles auront tué cette équipe de Philadelphie, notamment en transition. C'est quelque chose qu'on a déjà documenté dans le sillage d'un Simmons. Les Sixers, alors qu'ils ont pourtant des joueurs, des Simmons, des Embiid, des Butler, des Harris, des joueurs qui sont incroyables en transition, une fois lancés, ils semblent inarrêtables. Eh bien, les Sixers perdent tellement de ballons en transition parce qu'il y a des mauvais choix, parce qu'il y a peut-être un déficit de QI basket dans les prises de décision. Et ça s'est payé assez cash sur cette série. Si on regarde un petit peu les contributions de chacun, avec à gauche les Sixers, à droite les Raptors, eh bien, on remarque que grosso modo, dans les 6-7 joueurs qui jouent le plus du côté des Raptors, on n'a aucun joueur qui est en négatif. Donc on a eu une belle contribution du 5 et on a eu une belle contribution même d'un Ibaka qui en sortie de banc a apporté beaucoup de choses. Après c'était plus compliqué pour Van Vliet, Powell, etc. Mais globalement on a été solide sur les joueurs qui jouaient le plus, alors que c'est beaucoup plus inégal du côté des Sixers. Ce qui est fascinant, on va y revenir, c'est que Embiid fait une série dégueulasse. Je suis désolé de le dire, appelons un chat un chat. En tout cas, pour la partie offensive, il fait une série dégueulasse. Et quand Embiid était sur le terrain, 34 minutes par match, les Sixers ont un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense à plus 19. De très loin, le meilleur delta de tous les joueurs un peu majeurs de cette série. Ce qui a tué les Sixers, c'est Tobias Harris qui a été atroce. Tobias Harris a été atroce, notamment sur la réussite au tir, où il est à 39,7% en saison régulière. Sur les tirs à 3 points, il tombe à 28% dans cette série. 24% sur les tirs à 3 points ouverts, et il en avait en moyenne 4 par match. Donc un Tobias Harris qui, alors qu'on l'attendait pour faire du spacing, eh bien, n'aura pas répondu présent, notamment sur l'adresse extérieure, et ça a fait beaucoup de mal aux Sixers, et un Simmons qui a été en demi-teinte. Un Simmons qui a été en demi-teinte, mais au-delà de ça, Butler fait une super série. Embiid a été vraiment l'encre défensive de cette équipe. Dès qu'il a été sur le terrain, la défense des Sixers a été très très bonne, alors que c'était un point d'interrogation. Redick, finalement, a une contribution correcte. Après, c'est pareil, dès qu'on va un peu vider le banc, ça a été compliqué, même si Ennis et Mike Scott, finalement, ont fait des choses intéressantes. Mais il y a clairement une faillite Tobias Harris, et il y a un paradoxe Joel Embiid. On va y revenir un petit peu plus tard, parce que regardez, Embiid, je vous le disais, il fait une série, il fait une saison correcte, mais il fait une série, je vais y arriver, il est tard, une série atroce, 37% au tir, 4 ballons perdus par match, et pourtant, avec un Embiid qui a une ligne de stats comme ça, vraiment aux limites du soutenable,
eh bien, il a un plus-minus à plus 13 en moyenne. C'est-à-dire que même quand les Sixers ont pris des bouillons, eh bien, on avait un Embiid qui, quand il a été sur le terrain, a maintenu son équipe à flot. Et les Sixers ont clairement mieux déroulé avec lui sur le terrain que les Raptors en face. Donc, il y a un paradoxe absolument hallucinant là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décrochage de la contribution offensive de Embiid sur cette série qui est absolument flagrant. Je vous l'ai dit, 37% en tir, c'est juste pas possible. 8 lancers tentés par match. Je vous avais dit avant cette série, attention, Embiid qui ne va pas provoquer des fautes et qui ne va pas être en capacité d'aller marquer des points à haut pourcentage sur la ligne des lancers, c'est un Embiid que vous réussissez à neutraliser au lancer, qui vous réussissez à neutraliser en attaque. Parce que, regardez, il est à 80% en lancé, en saison il en tente 10, et là sur la série, il n'en a tenté que 8, alors qu'on attendait un Embiid ultra agressif, un Embiid qui aurait dû détruire Gasol. Un Gasol qui est dans le dernier tiers de sa carrière aurait dû être détruit par Embiid au même titre que Shaq O'Neal au début des années 2000 détruisait Sabonis dès lors que les Lakers rencontraient les Blazers. Eh bien, ça n'est pas du tout arrivé. Les Raptors ont passé toute la série à laisser Embiid tout seul à mi-distance, laisser Embiid tout seul à 3 points, pour le mettre au défi de tenter ses tirs, de l'éloigner de la raquette, et Embiid sera systématiquement tombé dans le panneau en ayant une sélection de tirs qui n'avait pour moi aucun sens, tant il aurait pu être en percussion, être en efficacité dans la raquette et détruire Gasol, qui est au demeurant un super joueur, un super pivot, mais qui, dans le ratio poids-puissance-mobilité, n'aurait jamais pu tenir un Embiid, soit à partir de séquences au poste bas, soit à mid-poste. Je me remets face au cercle, je suis Embiid, je me remets face au cercle, petite feinte, et on va driver, et on va provoquer la faute. Et Embiid aurait pu tenter 15-16 lancers par match, plus aller essayer de marquer des points tout près du cercle. Au lieu de ça, on a un Embiid, j'ai relevé cette stat et ça m'a paru complètement hallucinant, qui dans cette série a perdu plus de ballons. Il perd 28 ballons sur la série. Il a perdu plus de ballons qu'il n'a mis de panier dans la raquette, dans la peinture. 21 paniers marqués dans la raquette, 28 ballons perdus. Quand vous vous considérez comme le meilleur pivot de la NBA et que vous êtes l'un des tout meilleurs pivots de la NBA et que vous en arrivez sur une série de playoffs à perdre plus de ballons qu'à mettre de panier dans la raquette, cherchez l'erreur. À partir de là, c'était évident que les Raptors avaient déjà quelque part gagné la série, tant Embiid a réussi à être maintenu en dehors de la raquette. Regardez, on a pratiquement autant de tirs tentés à mi-distance et à 3 points que de tirs tentés dans la raquette. Ce qui est une hérésie complète. Pour moi, Embiid a été complètement sous-utilisé dans des séquences au poste bas. On avait systématiquement un Embiid qui essayait d'attaquer le cercle en dribble à partir de la ligne à 3 points, ce qui n'avait aucun sens, ou bien qui se retrouvait à mi-distance, et les Raptors ne demandaient que ça, qui se retrouvait à mi-distance et qui arrosait à mi-distance. Regardez sur la série, à mi-distance, il fait un 4 sur 21, 8 sur 25 à 3 points. Vous avez donc un Embiid qui est à 12 sur 46 sur les tirs en dehors de la raquette. Allez, si vous rajoutez le 3 points dans le corner, on est à 13 sur 47. 47 tirs tentés en dehors de la raquette, 45 dans la raquette, cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, tant un Embiid en tour de contrôle au poste bas aurait pu mettre en difficulté les Raptors qui auraient été obligés de faire prise à 2. Et vous avez prise à 2 sur Embiid au poste bas, et vous avez JJ Redick, vous avez Tobias Harris, vous avez des joueurs à la périphérie qui peuvent se retrouver tout seuls, un Simmons qui n'est pas en danger de loin, qui peut couper, qui est servi alors qu'il coupe au panier et qui va dunker. Séquence qu'on n'a jamais vue, pour caricaturer, côté Sixers, tant la sous-utilisation d'Embiid au poste bas a, pour moi, été flagrante. Regardez la shooting chart de Embiid.
ça, c'est un tic-tac-toe qui a mal tourné. C'est pas une shooting chart. C'est pas possible d'avoir autant de tirs à mi-distance et à 3 points quand vous faites 2m20, 120 kg et que vous avez de très bonnes mains, un excellent jeu de jambes et une incroyable mobilité. Encore, Embiid serait un plot et il n'aurait aucune technicité. D'accord, ok. On l'utilise que sur du pick and fade ou du pick and pop, mais c'est pas le cas. Donc, pour moi, hérésie. Pour moi, hérésie dans la sélection de tirs et dans l'utilisation de Embiid qui aurait pu faire beaucoup plus de tort, beaucoup plus de mal aux Raptors en essayant de jouer en percussion, en essayant de jouer dans la raquette pour faire tomber les fautes, pour attirer la défense et après ressortir sur les tireurs. Et aussi, ce qui est complètement fou, c'est que Kawhi Leonard, qui est un arrière, enfin qui est un ailier, qui est mais plutôt un joueur extérieur qu'un joueur intérieur, on a un Kawhi qui va mettre pratiquement 2 fois plus de paniers dans la raquette que Embiid sur cette série. Vous avez compris où est l'aberration dès lors que vous avez intégré ça. Donc maintenant, eh bien, les Sixers face à un dilemme. Pourquoi ? Parce que JJ Redick, Tobias Harris et Jimmy Butler sont en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 joueurs ? Parce que Butler et Harris vont se voir proposer des contrats max dans les autres équipes qui ont du cap à cette intersaison. Ça veut dire que les Sixers, pour les garder, outre le projet sportif qui peut être super intéressant, mais dans quelle mesure ça pèse dans la décision de ces joueurs, les Sixers, pour les garder, ils vont vraisemblablement devoir faire tapis sur eux. Et on a vu dans ces playoffs que Jimmy Butler est vraiment, vraiment important pour le succès de cette équipe de Philadelphie. Autant on pouvait avoir un doute sur l'apport de Butler aux Sixers, autant en playoff, la question ne se pose plus. Butler a été indispensable. Il a quelque part éclipsé Simmons, Embiid, Harris et tous les autres joueurs à bien des égards. Donc il y a une vraie problématique parce que on a vu là que l'équipe assemblée n'était pas encore à plein régime. Mais est-ce qu'on va prendre le risque de conserver tout le monde dans la durée, de lâcher des contrats max à tout le monde dans la durée alors qu'on n'a pas eu la garantie que ça allait marcher ? Maintenant, on en revient à ce qu'on se disait en préambule, essayer de monter une équipe compétitive et qui peut gagner le titre en n'ayant joué que 15 matchs, en n'ayant que 15 matchs ensemble dans les pattes, c'est déjà un pari quelque part un petit peu présomptueux. Donc là, effectivement, les Sixers, ils ont tout intérêt à repartir avec les mêmes. Tant pis, on casse la tirelire, on n'a pas le choix, mais si on veut être compétitif, il y a un moment où il faut savoir, entre guillemets, casser sa tirelire. Et puis on essaye une fois, on essaye 2 fois, et à la 3e fois, si ça n'a pas marché, ben on détruit tout, on appuie sur le bouton reset. Mais là, très clairement, les Sixers ont tout intérêt à tenter une bis repetita, passer tout un training camp ensemble, monter effectivement un collectif qui va beaucoup plus se développer ensemble, et miser sur la saison prochaine, avec des Embiid qui auront gagné en maturité, avec des Simmons qui auront peut-être travaillé un petit peu leur qualité de finition près du cercle, leur décision en transition. Butler sera toujours là, Harris sera toujours là, JJ Redick peut revenir pour 1 an à 12-13 millions, et on repart avec les mêmes, on trouve 2-3 joueurs de complément pour boucher les trous sur le banc, et on a une équipe qui reste séduisante et qui restera une des places fortes de la conférence Est. On suivra ça de très près. Bon match à tous.